Je vous propose qu'on démarre en regardant cette vidéo. Regardons bien cette vidéo. Cette vidéo nous vient selon nos sources du côté de Tokombéré. Tokombéré, c'est un village situé à l'extrême nord du Cameroun, dans le département du Mayo-Sava. Tokombéré, ce n'est pas un village ou une ville lambda. C'est justement le village natal du président de l'Assemblée nationale, M. Kavaïege Djibril. Il faut noter que le président de l'Assemblée nationale est à l'Assemblée nationale depuis 1973, soit depuis 52 ans, et il est à la tête du perchoir depuis 1992, il faut le dire, au sommet de l'Assemblée nationale depuis au moins 33 ans. Donc il faut rappeler que c'est la deuxième personnalité de ce pays et pas des moindres. Donc on se pose bien des questions, comment on peut expliquer qu'une telle image soit possible au 21e siècle dans cette zone du Cameroun où des femmes prennent autant de risques pour puiser de l'eau. Mais bref, ce qui est très important, c'est de savoir que l'extrême nord est considérée comme la fille aînée du renouveau. C'est dans cette zone où il y a le fort taux de participation et surtout de soutien au régime en place, au système en place. Mais ce qu'on s'apprête à faire dans cette vidéo, c'est justement comprendre ce contraste entre ce grand soutien-là et la misère ambiante dans cette zone-là. Qu'est-ce qui peut bien expliquer une telle situation où le RDPC rafle la mise dans cette zone quand il s'agit des élections présidentielles? Et on va aussi le dire en deuxième temps, on va aussi revenir sur justement ce deux poids, deux mesures, les priorités de l'État. Où se situent les priorités de l'État? L'État qui peut dépenser ailleurs sans pour autant aider les familles et les populations qui sont vulnérables. On va revenir tout au long de cette vidéo, donc restez connectés. Et si c'est la première fois que vous nous recevez sur cette chaîne, il faut le savoir, ici nous parlons des faits de société et surtout des faits politiques, des faits qui nous rassemblent. Et naturellement, ce que vous pourriez faire, c'est vous abonner à la chaîne et appuyer sur le pouce bleu ou alors sur la cloche de notification pour avoir accès à tous nos contenus. Il faut dire que cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Elle a choqué plus d'un, elle a divisé l'opinion publique quant à voir des femmes qui sont obligées de prendre autant de risques, des risques pour leur vie pour aller puiser de l'eau au 21e siècle, en 2025 au Cameroun. Ça est extrêmement gênant. Mais il faut le rappeler que ce type de vidéo ou ce type d'image, ce n'est pas très anodin, c'est assez commun dans cette zone de l'extrême nord, qui est une zone qui est économiquement sinistrée. Il faut le rappeler, ça c'est un décret du président de la République. Et au-delà d'être économiquement sinistrée, c'est une zone où la misère ambiante est de plus en plus récurrente. Et tenez-vous tranquille, des images où vous verrez des enfants assis à même le sol pour prendre des cours ou l'instruction, c'est assez légion. Des images où vous verrez des femmes se discuter de l'eau avec des bêtes, c'est assez légion. Et on n'arrive pas à comprendre comment au 21e siècle, on peut encore vivre une telle situation au Cameroun. C'est ça la réalité. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que justement les priorités chez nous sont ailleurs. Les priorités, par exemple, c'est de mettre 1,5 milliard de francs CFA chaque année pour accompagner les pèlerins du côté de l'Arabie Saoudite. On est bien en se demander, 1,5 milliard, ça peut aider. Ça peut naturellement accompagner ou alors offrir du forage. Il faut le rappeler, en termes de données, 1,5 milliard de francs CFA, c'est entre 30 et 40, c'est entre 40 et 70 forages qui peuvent être installés dans cette zone-là et accompagner les populations justement dans leur quotidien. Mais comment comprendre que dans une société, dans un pays qui est dit laïque, on débourse près de 1,5 milliard pour accompagner des pèlerins du côté de l'Arabie Saoudite. Et il faut le rappeler, ils sont libres de leurs croyances. Mais quand vous décidez d'aller du côté de l'Arabie Saoudite, vous décidez d'aller avec votre moyen.
Et il faut le dire, ceux qui y vont ne sont pas des moins lotis. C'est des personnes qui ont déjà les moyens de leur politique et qui ne peuvent pas se retrouver dans la même situation que ces femmes-là, à prendre autant de risques. Mais à ces personnes-là, on a remis 350 000 francs CFA chacun, parce qu'ils sont 4 000 pèlerins qui sont accompagnés pour l'Arabie Saoudite. Donc, où sont donc les priorités chez nous? Mais il faut comprendre que cette action est plus une action politique qu'une action même qui est d'autre, qui est liée aux croyances. Parce que si vous regardez bien le reportage qui a été justement commis à cet effet pour les pèlerins, écoutez bien ce qu'il en ressort de ces pèlerins-là qui ont été accompagnés par l'État du Cameroun. Sous le ciel du royaume d'Arabie Saoudite, le nom du chef de l'État Paul Biya résonne. Les pèlerins camerounais lui sont reconnaissants et le montrent. Je fais Barka de Sallah au président de la République et au ministère de AT pour le travail qu'ils ont vraiment accompli ici là pour le pèlerinage. Vraiment, ils ont été fantastiques par rapport au déploiement qu'ils ont fait par rapport au déplacement. Dans quel pays on donne l'argent aux pèlerins? Nous sommes vraiment fiers du Cameroun. Nous sommes fiers du président Paul Biya. Nous sommes fiers. Paul Biya, oui. Donc on le soutient. On souhaite que le mandat de 2025 qu'il puisse encore reprendre le pouvoir. Comme ça, le Cameroun sera à l'aise. Les pèlerins unissent leur voix et leur cœur. Dans leurs intentions de prière, figure en bonne place le chef de l'État Paul Biya. Dans un de ses discours, il avait dit « Tant que les Camerounais n'auront pas mangé à leur faim, tant qu'ils n'ont pas tous bu de l'eau potable, tant qu'un petit hameau du village n'a pas d'électricité, tant que nous n'aurons pas circulé sur des routes bitumées ou compactées, tant que les maladies et la famine ne seront pas terminées, sa mission reste continue. » Vous voyez donc que le sens des priorités est beaucoup plus ailleurs. On accompagne certains pour un pèlerinage hors du pays, alors qu'il y a d'autres qui sont dans une vulnérabilité des plus extrêmes, qui pour avoir de l'eau à boire prennent autant de risques. Avec 1,5 milliard de francs CFA, c'est entre 40 et 70 forages qui auraient pu être creusés de ce côté-là, des puits qui auraient pu accompagner ces populations dans leur quotidien. Où est donc les priorités? C'est pareil. Quand on voit par exemple les agapes au niveau du 20 mai, où on vous dit que d'après des informations, ce n'est pas moins de 4 milliards qui sont dépensés chaque année, juste pour ce banquet qu'on offre aux citoyens camerounais. Donc, où sont donc les priorités? On est donc dans un pays où il y a du champagne pour les uns et pas d'eau pour les autres. Donc, il faudrait qu'on revoie nos priorités et qu'on se pose les bonnes questions. Parce que quand vous allez en Arabie Saoudite, vous apportez de l'argent là-bas. C'est des devises que vous ramenez là-bas. Parce qu'il faut le rappeler, l'Arabie Saoudite a eu en 2024 171 milliards de dollars en termes de rentrée financière. Et 171 milliards de dollars, ça fait 97 000 milliards de francs CFA. Donc soit 10 fois, plus de 10 fois le budget du Cameroun. 7 fois le budget de la Côte d'Ivoire. Et 171 milliards de dollars en termes de rentrée financière. Rien que pour le pèlerinage, c'est l'équivalent de 4 PIB camerounais. Parce que le PIB camerounais, c'est 43 milliards ou 47 milliards de dollars. Donc c'est 4 fois le PIB du Cameroun. Donc il faut donc comprendre les réalités et les priorités pour un État qui veut se développer. On ne peut plus continuer au XXIe siècle à avoir ce type d'image alors qu'on a un peu d'argent qu'on utilise pour des futilités. Et justement, l'une de ces futilités, c'est justement organiser des banquets ou alors même dépenser autant pour les Lions Indomptables. Souvenez-vous que quand on organise un match des Lions Indomptables à l'extérieur, c'est le milliard de francs CFA. Hein? C'est le milliard de francs CFA. Un match. Alors que cela peut aider du côté du Mayo Savart, ça peut aider du côté de Tokombéré à offrir des puits. Mais nos priorités sont ailleurs. Mais comme je l'ai dit, en fait, ces priorités-là sont plus d'ordre politique.
Parce que quand on met de l'argent, par exemple, dans le football, c'est beaucoup plus politique. Parce qu'on sait que les Camerounais auront les yeux rivés sur le football. Ils n'auront pas les yeux rivés sur leur propre réalité. Ils se perdent le temps là, 2 heures de match là, pour qu'on vous abrutisse et pour que vous perdez les réalités, le sens des priorités. Justement, c'est ça. Vous voyez, en réalité, pour le renouveau, tout est ciblé sur des volontés politiques. On ne cible que là-bas. C'est plus politique en fait. Les actions sont plus portées sur la politique. Et on est donc en droit de se poser. Et justement, tout cela fait révéler aussi le contraste qui est à l'intérieur. La fille aînée du renouveau, l'extrême nord, qui chaque année donne de sa voix, qui, pendant les élections présidentielles, soutient vigoureusement le président de la République, mais qui malheureusement ne reçoit rien. Comment comprendre cela? Je vous explique maintenant. Le contraste entre le soutien d'effectifs de l'extrême nord et le régime du renouveau et le misérabilisme ambiant se situe sur plusieurs facteurs. Ça, il faut le dire. Le premier facteur, c'est l'obscurantisme. Oui. Pourquoi je le dis? Parce que, justement, j'ai été en contact avec plusieurs responsables de la société civile dans l'exercice de mes fonctions de journaliste. Et justement, j'avais posé des questions, eux qui étaient sur le terrain. Et voilà le premier facteur qui entre en ligne de compte. Quand je parle de l'obscurantisme, c'est justement que eux, sur le terrain, quand ils sont allés dans la région de l'extrême nord, cette région qui est assez sinistrée, il est revenu qu'il y a plusieurs Camerounais de ce côté-là qui votent sans se rendre compte qu'ils votent. Pourquoi je le dis? Parce que il y a une frange de la population qui n'a pas accès à l'instruction, qui de deux ne sait pas réellement ce que c'est que le vote et les implications d'un vote en réalité. Et de trois, ils ne parlent pas la langue française ou alors une langue officielle, langue française ou l'anglais. Ils ont leur langue, ces peuples ont leur langue à eux qui parlent. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que justement, ces représentants de la société civile avaient mené une enquête. Ils sont allés sur le terrain, ils ont rencontré justement ces populations avec leurs guides. Ils leur ont posé une question de façon tout bête. Est-ce que vous avez déjà voté? Et alors, certaines de ces populations qui ne sont déjà pas allées à l'école et qui ne maîtrisent pas de quoi il s'agit, disent qu'ils ne savent pas ce que c'est que le vote. Et deuxième ressort, c'est quand le guide a décidé d'expliquer en réalité que le vote, c'est quand tu prends un bout de papier, tu mets dans une enveloppe et que tu l'infiltres dans une urne, que tu votes. Et que justement, ils se rappellent qu'ils ont mené ce type d'opération. Et là, ils se sont rendus compte que oui, justement, on a déjà voté. On a déjà fait ça. Parce qu'en réalité, ils ne savent pas qu'ils mènent cette opération-là. Donc, il y a l'obscurantisme. C'est que vous avez des personnes qu'on retrouve dans des zones, qu'on ramène pour faire une carte nationale d'identité et une carte d'électeur. Et le jour du vote, on leur dit ce qu'ils ont à faire. Ils se lèvent là comme ça. Ils ne savent pas en réalité l'opération qu'ils sont en train de mener et les implications et l'impact sur leur vie. Ils vont juste, ils prennent l'enveloppe, on leur dit, voilà, vous avez vu la flamme, vous mettez juste dans l'enveloppe et vous glissez. Ils prennent l'enveloppe, ils prennent justement le document en question, qu'ils mettent dans l'enveloppe, ils mettent dans l'urne de façon inconsciente. De façon inconsciente. Ils le font, comme ça. Ils ne savent pas justement l'opération qu'ils mènent. Donc, il y a ce premier facteur qui est lié à l'obscurantisme. Il y a le deuxième facteur qui est étroitement lié aussi aux partis satellites, les partis qui accompagnent justement le RDPC. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a les partis qui accompagnent vigoureusement le RDPC depuis de nombreuses années et qui ont une implantation dans cette zone-là qui est axée, qui n'est pas négligeable. Je pense par exemple à l'UNDP, au FNCNC, au MDR. Oui, ces partis-là ont une implantation qui n'est pas négligeable. Parce qu'ils ont un discours de vote qui compte. Et justement, ce deuxième facteur-là aide justement le renouveau à pouvoir avoir toujours une emprise pendant les élections présidentielles. Parce que ces partis-là sont là, ils donnent justement le ton. Ils donnent la consigne de vote à leurs militants. Votez pour ce président-là, c'est notre soutien, c'est notre candidat. Et ça compte et ça aide. Maintenant, troisième facteur, qui n'est pas non plus négligeable, les élites.
il y a deux types d'élites. Hormis les élites politiques, il y a aussi les élites religieuses et les élites traditionnelles. Alors là, dans la zone de l'extrême nord, dans ces zones-là, du nord, extrême nord en montant, c'est des zones où on est toujours à l'écoute de l'élite religieuse et de l'élite spirituelle et traditionnelle. Quand l'élite spirituelle et traditionnelle donne sa consigne de vote, on suit. Parce qu'il y a encore ce côté extrêmement paternaliste qui existe encore du côté de l'extrême nord, où les gens écoutent encore les grands lamibés, où les gens écoutent encore les grands chefs traditionnels. C'est très important. On ne néglige pas ce facteur-là. Et ça compte. Parce que quand la consigne de vote est donnée, on suit et on vote. C'est ça la réalité. Donc justement, on est là dans une configuration où il y a trois facteurs, l'obscurantisme, les partis satellites et justement les élites, qui à l'intérieur contribuent à ce que le renouveau ait encore de plus en plus une emprise dans la zone septentrionale du Cameroun. C'est pour ça que dans cette zone-là, c'est un peu compliqué de pouvoir déboulonner le parti au pouvoir, surtout pendant les élections présidentielles. Parce que pendant les élections législatives et municipales, non, à ce moment-là, ça se joue avec l'ensemble des partis qui sont à l'intérieur, qui, eux, veulent leur positionnement et leur place. Donc voilà donc la réalité sur le plan politique, qui est une réalité qui est non négligeable. Parce qu'il faut rappeler que le pouvoir en place, qu'est-ce qu'il fait aussi pour avoir la main mise sur l'élite traditionnelle, c'est qu'on nomme certains chefs traditionnels comme sénateurs. Ils sont des avantages que l'État offre et octroie. Et quand on offre et on octroie ces avantages-là à cette élite traditionnelle-là, qu'est-ce que cette élite traditionnelle fait? Et justement, elle a justement les populations à ses pieds, elle donne leur consigne de vote. Donc voilà donc la réalité du côté de l'extrême nord. Et si vous avez, si pour vous, on doit poursuivre une telle réalité comme celle-là, avoir des personnes qui souffrent, qui peinent à avoir de l'eau, qui peinent à avoir de l'instruction et qui sont en proie à la crise au Boko Haram de ce côté-là, qu'est-ce que vous en pensez justement de cette situation-là? Donc, alors, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, appuyez sur le pouce bleu et sur la cloche de notification pour avoir accès à l'ensemble de nos contenus. On se retrouve à bientôt pour d'autres analyses.